Génie visionnaire de la Silicon Valley, icône de la tech, vous le connaissez forcément, Steve Jobs. Cofondateur d'Apple, il a révolutionné le monde de l'informatique. Le smartphone moderne, c'est lui. iPod, iMac, iOS, c'est aussi lui. Derrière le mythe, quelle était la réalité ? Marchons ensemble sur les traces de Steve Jobs, dans ce nouvel épisode de Echo Room. Steve Jobs naît d'une union compliquée. Son père, Abdul Fattah, étudiant en sciences politiques d'origine syrienne, en pince pour une certaine Joanne, américaine d'origine suisse. Arrive ce qui doit arriver quand l'amour est consommé. Joanne tombe enceinte. Mais alors qu'une union entre les deux est envisagée, le père de celle-ci menace de la déshériter. Abdul Fattah et sa religion en sont la cause. Au pied du mur, elle est contrainte de trouver une famille d'adoption pour son enfant à naître. Et ce seront Paul Jobs et sa femme Carla qui prendront le relais. Et, le 24 février 1955, le petit Steve voit pour la première fois le jour à San Francisco, Californie. À ses 2 ans, Steve accueillera même Patty, sa sœur, elle aussi adoptée. Sa vie prend un chemin différent de celui de ses parents adoptifs, qui d'ailleurs, on l'apprendra plus tard, finiront par se séparer en 1962. Passons. Les parents de Jobs, c'est Paul Jobs, machiniste dans une entreprise qui fabrique des lasers. Féru d'électronique, il enseigne d'ailleurs les rudiments de la discipline à Steve. Clara, elle, est comptable. Elle transmettra son goût du savoir à son fils, qui saura d'ailleurs lire avant même son entrée à l'école. Mais comme vous le savez, les petits génies sont souvent en froid avec l'école. Steve connaît des difficultés scolaires. Il change d'établissement, mais rien n'y fait vraiment, jusqu'à ce qu'il ait une révélation. En intégrant le club des explorateurs Hewlett-Packard, il découvre l'univers de l'informatique. Il assiste à des conférences, visite un labo, et à seulement 13 ans, ose appeler directement William Hewlett, le président de HP en personne. Au début, Steve lui demande de lui fournir des pièces techniques pour fabriquer des fréquences-mètres. Puis, devant tant d'audace et décelant un fort potentiel, William Hewlett lui offre un emploi d'été. Deuxième révélation. Chez HP, Steve Jobs rencontre Steve Wozniak, avec qui il se lie rapidement d'amitié. Ils bricolent ensemble, fabriquent des Blue Box, permettant de pirater les lignes téléphoniques. L'acte fondateur d'Apple, selon Jobs lui-même. Après le lycée, Jobs part étudier au Reed College, où il s'intéresse à la spiritualité orientale, devient végétarien, et rencontre son futur mentor, Robert Friedland. Il abandonne le cursus officiel, car rapidement, lassé, et suit en auditeur libre les matières qui l'inspirent. La calligraphie, par exemple. Cette approche artistique aura d'ailleurs une influence décisive sur le design du Macintosh. Soyons clairs, spiritualité. Cette période est aussi synonyme d'expérimentation intense pour Steve Jobs. LSD, contre-culture californienne, hippie, expériences psychédéliques lui ont, selon lui, ouvert l'esprit sur le monde. En 1974, après 18 mois passés au Reed College, Jobs retourne chez ses parents et trouve un emploi chez Atari. Hippie négligé, il détonne dans l'entreprise par son mode de vie et son hygiène douteuse, au point d'être cantonné aux équipes de nuit. À peine en poste, il part pour l'Inde à la recherche de spiritualité. 7 mois passés auprès de différents maîtres et amis lui permettent de revenir transformé. De retour chez Atari, il se voit confier la conception du jeu Breakout. Jobs s'associe avec Steve Wozniak et ensemble, ils réussissent un exploit technique. Réduire le nombre de puces utilisées dans un monde où la puissance de calcul est limitée. Grosse prime pour les deux comparses. Enfin, techniquement, puisque Jobs trompe son ami sur la somme touchée, en gardant pour lui l'essentiel. Wozniak ne l'apprendra que plus tard et en sera profondément blessé. La spiritualité, selon Jobs, n'a peut-être pas prévu ce cas de figure. En 1975, Steve Jobs et Steve Wozniak fréquentent le Homebrew Computer Club. Ils y découvrent le potentiel des microprocesseurs et décident de fabriquer l'Apple I. Jobs y perçoit l'opportunité commerciale du siècle, assembler et vendre les machines. C'est ainsi qu'il propose à son ami de fonder leur propre entreprise. Vous noterez que Wozniak décide de lui faire confiance à nouveau, malgré la précédente trahison.
En 1976, les deux Steve financent le lancement d'Apple en vendant leurs biens personnels. L'arrivée de l'investisseur Mike Markula apporte un soutien décisif leur permettant de produire leurs premiers Apple I dans le garage familial. Tout s'enchaîne alors quand voit le jour de l'Apple II en 1977. Conçue par Steve Wozniak, la machine connaît alors un succès immense qui propulse Apple au rang de pionnier de l'informatique personnelle. En 1980, c'est la consécration. L'introduction d'Apple en bourse fait de Jobs un multimillionnaire à 25 ans. Au tournant des années 80, au Xerox PARC, Jobs assiste aux prémices de l'interface moderne et de la souris. Xerox, peu convaincu par cette technologie, la déclasse. Qu'à cela ne tienne, Jobs fait le bon coup et passe alors un accord avec Xerox. Cette technologie l'inspire pour le développement de l'Apple Lisa puis du Macintosh. Une idée sous-estimée par Xerox s'apprête à devenir une innovation majeure pour l'industrie. En 1981, Steve Jobs retire Jeff Raskin du projet Macintosh qu'il a initialement lancé. Ce putsch est suivi par le recrutement d'une jeune équipe d'ingénieurs surnommés les Pirates. Ensemble, ils développent une interface révolutionnaire incluant les menus déroulants, les fenêtres, les icônes et une souris simplifiée, posant ainsi les bases du bureau informatique moderne. En 1983, Steve Jobs débauche John Sculley de chez Pepsi et lance avec lui le Macintosh. Mais le charisme et le caractère imprévisible de Jobs s'imposent. Il s'attribue les mérites, la genèse des idées, alternant entre humiliation et exaltation. Bref, une approche qui divise ses équipes et qui crée des tensions dans les projets de Lisa et de l'Apple II. Mais après l'échec commercial du Lisa et du Macintosh, une lutte de pouvoir l'oppose à Sculley. En 1985, le conseil d'administration tranche. Jobs, c'est dehors. Il quitte alors Apple, désabusé. Touche à tout et entrepreneur dans l'âme, il fonde par la suite la société Next et fera même une percée chez Disney. Un investissement de départ de 7 millions de dollars. Des ingénieurs d'Apple débauchés. Un procès. Soutenu financièrement par le milliardaire Ross Perot, il continue tout de même sur sa lancée et crée en 1988 le Next Computer. Une machine technologiquement en avance, mais vendue trop cher pour le marché de l'éducation. Si les ventes sont décevantes, Next acquiert une solide réputation grâce à ses innovations. Pour ne rien changer, Jobs impose des exigences extrêmes à son innovation NextU, notamment sur le design. Malheureusement, il ne parvient pas à en faire un succès commercial, malgré 50 000 unités vendues. En 1993, l'orientation de Next change. L'entreprise se concentre sur les logiciels et non plus sur du matériel. Il lance Next Step Intel, puis WebObjects en 1996, utilisé plus tard par Apple pour l'iTunes Store, les Apple Store et MobileMe. Revenons rapidement sur Disney. En 1986, Steve Jobs rachète pour 10 millions de dollars la division graphisme par ordinateur de Lucasfilm. Rebaptisée Pixar, il y investit environ 50 millions de dollars. Initialement spécialisé dans le matériel graphique haut de gamme et l'ordinateur Pixar Image Computer, l'entreprise survit grâce à sa division animation qui remporte un Oscar en 1989 avec Teen Toy. Ce succès attire Disney qui signe avec Pixar un contrat pour produire de longs métrages d'animation financés et distribués par Disney. Le premier Toy Story, 1995, connaît un immense succès critique et commercial, 362 millions de dollars. Pixar rentre en bourse. S'en est suivi une série de triomphes mondiaux, Mille et une pattes, Toy Story 2 et 3, Monstres et compagnie, Le monde de Nemo, Les Indestructibles, Cars, Ratatouille, Wall-E, Lao ou encore Cars 2. Plusieurs remportent d'ailleurs l'Oscar du meilleur film d'animation. En 2006, Disney rachète Pixar pour 7,4 milliards de dollars, ce qui fait de Steve Jobs le premier actionnaire individuel de Disney avec 7% des parts. Il siège à son conseil d'administration et supervise la division animation. En décembre 1996, Apple rachète Next pour 429 millions de dollars, ramenant Steve Jobs dans la société. Actionnaire majoritaire de Next, il encaisse plus de 100 millions de dollars et 1,5 million d'actions Apple. Jobs est alors nommé CEO, directeur général par intérim, afin de restructurer l'entreprise. Les projets secondaires sont abandonnés. Les efforts sont recentrés sur des projets phares. La campagne Think Different est lancée. Cette campagne redonne une identité forte à la marque. Sous sa direction, Apple se redresse rapidement.
En 1998 sort l'iMac, puis suivent l'iPod en 2001, l'iTunes Store en 2003, les Apple Store, et enfin l'iPhone en 2007, accompagné de l'App Store qui redéfinit le marché du smartphone. En 2010, Jobs présente l'iPad qui est un succès mondial. À partir de 2011, Apple devient l'entreprise la plus riche du monde en capitalisation boursière, avec des réserves supérieures à celles du gouvernement américain. Jobs, maître dans la mise en scène lors de ses keynotes, reste célèbre par son charisme, son style minimaliste, jean, col roulé noir, et son fameux One more thing. Admiré et critiqué, il aura transformé Apple en la plus puissante entreprise technologique du monde. En 2003, Steve Jobs apprend qu'il est atteint d'une forme rare de cancer pancréatique. Il refuse la chirurgie et a recours à différentes méthodes. Acupuncture, consommation de carottes et de jus de fruits. Mais cela ne retardera pas la progression de la maladie. Apparition de métastases, il combat sa maladie pendant plus de 7 ans et subit une greffe de foie en 2009. Tandis qu'Apple prospère, son état de santé se fragilise. Le 17 janvier 2011, il prend un dernier congé médical puis démissionne officiellement le 24 août 2011 de son poste de directeur général. Il désigne Tim Cook comme successeur tout en restant président du conseil d'administration. L'annonce de sa démission provoque aussitôt une chute de 5% de l'action Apple. Steve Jobs meurt le 5 octobre 2011 à son domicile de Palo Alto à l'âge de 56 ans. Apple annonce sa mort dans un communiqué. Sa famille précise qu'il est décédé paisiblement, entouré des siens. Dans les 2 semaines qui ont suivi sa disparition, le site d'Apple lui rend hommage avec une page spéciale. Sa mort provoque une immense vague d'émotions mondiales. Il reçoit des hommages notamment de Barack Obama, Bill Gates, Steve Wozniak ou encore Mark Zuckerberg. Ces obsèques ont lieu le 7 octobre 2011 lors d'une cérémonie privée. Il est inhumé au cimetière Alta Mesa Memorial Park à Palo Alto. Steve Jobs fut un visionnaire hors du commun. À la croisée de la technologie, du design et de l'art, cofondateur d'Apple, il a révolutionné l'informatique personnelle, la musique avec l'iPod et iTunes, la téléphonie avec l'iPhone et a ouvert la voie aux tablettes avec l'iPad. Avec Pixar, il a aussi marqué l'histoire du cinéma d'animation. Derrière ses succès, Jobs a été reconnu pour son exigence extrême et son talent unique de persuasion, capable de transformer ses idées en révolution industrielle. À la fois admiré et critiqué, il a incarné l'alliance entre innovation technologique et créativité artistique. Son héritage dépasse ses produits. Il a changé la manière dont des milliards de personnes travaillent, communiquent et interagissent avec la technologie. Il laisse l'image d'un créateur audacieux, convaincu que les vrais artistes livrent leurs œuvres.